Mesdames et messieurs, chers directeurs, chers anciens directeurs, pères jésuites, professeurs de médecine, étudiants et étudiantes, anciens et actuels, familles et amis, c'est une joie et un honneur de vous accueillir ce soir, ici dans le théâtre de Saint-Louis-Gonzague, pour célébrer les 150 ans du Centre Laennec. Merci aussi à ceux qui nous suivent depuis l'espace Vauplane et l'amphithéâtre. C'est une joie de vous savoir aussi nombreux ici pour l'anniversaire du Centre Laennec. Un siècle et demi d'histoire, d'engagement, de transmission et de fraternité. Et surtout, un héritage vivant qui continue d'accompagner et de former des générations de médecins et de soignants. Au nom du Centre, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence. Elle donne à cet anniversaire toute sa force, toute sa profondeur et toute sa chaleur humaine. Soyez les bienvenus à cette belle célébration. Je laisse maintenant la parole au père Benoît Copeau, le directeur actuel du Centre. Cher père provincial, chers anciens, chers amis, chers étudiants, mesdames, messieurs, c'est une immense joie et un honneur de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer ensemble les 150 ans du Centre Laennec Paris. Cet anniversaire est bien plus qu'une date. Il est le témoignage vivant d'une aventure humaine et spirituelle, d'une fidélité à une mission qui, depuis un siècle et demi, n'a cessé de se renouveler. Depuis sa fondation, le Centre Laennec poursuit une ambition exigeante. Former des médecins compétents, animés par une conscience éthique profonde et le souci de la personne. Cette mission, nous la portons chaque jour avec le conseil d'administration, l'équipe pédagogique, les internes, les anciens auprès des générations d'étudiants qui s'engagent dans ce chemin exigeant et passionnant. Être médecin, c'est bien sûr maîtriser des savoir-faire et des savoir-être, mais c'est aussi, et peut-être surtout, apprendre à écouter, à comprendre, à accompagner chaque personne dans sa singularité et sa vulnérabilité. Aujourd'hui, notre monde change à une vitesse inédite. L'essor des technologies, l'intelligence artificielle en santé, les tensions du système hospitalier, les défis éthiques et sociétaux, tout cela bouleverse nos repères et interroge notre manière de soigner, d'enseigner, d'accompagner. Plus que jamais, la vocation du Centre Laennec est essentielle. Nous voulons préparer des médecins capables d'unir excellence scientifique et empathie, rigueur et humanité pour répondre aux besoins de notre société. Les études de médecine évoluent, la société change, et chaque génération d'étudiants apporte ses propres questions, ses rêves et ses inquiétudes. Notre rôle en tant qu'équipe est de les accompagner, de leur offrir un environnement bienveillant, propice au travail où chacun peut donner le meilleur de lui-même, apprendre à travailler en équipe, s'ouvrir aux grandes questions de notre temps, comme la préservation de l'environnement, la solidarité ou encore la place du numérique dans la relation de soins. La fréquentation quotidienne de ces jeunes est une source de joie et d'inspiration. Il nous invite à rester attentifs, à renouveler notre engagement, à ne jamais cesser d'apprendre à leur côté. Il nous rappelle que l'avenir de la médecine se construit dans l'écoute et le dialogue entre générations, dans l'ouverture à la nouveauté, mais aussi dans la fidélité à des valeurs qui ne se démodent pas. Le respect, l'écoute, la générosité, le service. Ensemble, avec les étudiants, les anciens et les amis du Centre, nous continuons à écrire l'histoire du Centre Laennec. Une histoire de transmission, d'engagement, de service selon la manière de procéder de la Compagnie de Jésus. Une histoire inspirée par le Christ, chemin, vérité, vie, qui nous rappelle que rien de ce qui est humain n'est étranger au divin et que notre mission est avant tout d'être au service de la vie.
À l'heure où nous célébrons cet anniversaire, je veux exprimer toute ma gratitude à tous ceux qui, hier et aujourd'hui, ont fait et font vivre le centre. Les membres du conseil d'administration, ceux de l'équipe pédagogique, les étudiants, les anciens, les familles, les amis, les partenaires, comme l'équipe du collège Saint-Louis de Gonzague, qui rend possible cet anniversaire en nous prêtant leurs locaux et en nous soutenant de nombreuses façons. Chacun à sa manière contribue à faire du Centre Laënnec un lieu unique où l'on apprend non seulement à devenir médecin, mais aussi à devenir pleinement humain. Merci à vous tous de votre présence, votre confiance, votre engagement. Ensemble, poursuivons cette belle aventure, fidèle à l'esprit qui nous anime depuis 150 ans, former des médecins compétents, responsables, ouverts au monde et profondément attachés à la dignité de chaque personne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, mon père. Nous sommes à présent heureux d'accueillir le président du Centre Laënnec, le professeur Romain Cagnat. Cher père provincial de la province de France, cher Benoît, cher père, chers amis, chers étudiants, mesdames et messieurs, effectivement, aujourd'hui c'est un grand honneur et c'est une grande joie que de vous accueillir ici pour célébrer l'anniversaire des 150 ans du Centre Laënnec Paris. Je crois que votre présence en est déjà un signe réel qui montre l'importance que vous attachez au centre, à cette histoire absolument magnifique qui a permis à des générations, depuis plus de 100 ans, des générations de pères jésuites, d'accompagner des milliers d'étudiants en médecine dans leur formation et dans leur vocation. Nous avons la chance, ce soir, d'avoir parmi nous 6 des pères jésuites qui ont animé, dirigé et qui le font encore, le Centre Laënnec. Patrick Verspiren, Jean-Claude Devers, Patrick Lang, Bruno Sainteau, Olivier Paramel, Benoît Copeau, je crois qu'aujourd'hui on peut les applaudir très très fort. Car ils n'ont jamais compté leur temps et leur travail inlassable, leur investissement dans le Centre Laënnec et dans l'accompagnement des étudiants pour en faire un lien inhérent au centre, immuable et que je qualifierais de consubstantiel à notre ADN ici à Laënnec. Si vous le permettez, je ferai un parallèle entre ce que la Compagnie de Jésus a œuvrer pour envoyer les compagnons, les pères jésuites en action dans le monde. Il y a une articulation entre humanité et action. Et pour nous, médecins, eh bien, dans toutes les actions que nous faisons au quotidien, là aussi, nous devons le faire en toute humanité. Ce parallèle, cette articulation, si essentielle à notre lien, est vraiment presque un mariage sacré, indissociable, qui fait du Centre Laënnec un modèle unique où on espère avoir une double ambition d'excellence académique et éthique. Je tiens tout d'abord à rassurer les étudiants et leurs familles, car ils peuvent s'enorgueillir de la qualité de leurs résultats, aussi bien au concours des premières années que dans la formation des concours les préparant à leur futur métier de médecin en tant qu'interne. Je crois que ce ne sont pas les échos qui vont vous faire peur. Toutes les modalités d'examen, de nouvelles façons de passer et d'être sélectionné, en réalité, vous êtes accompagnés ici, vous êtes préparés et vous êtes également encadrés par des anciens qui connaissent. Ils sont passés par là et ils sont capables de vous conseiller pour passer vos examens. Alors bien évidemment, je crois que comme nous avons eu beaucoup de chance,
je parle aux étudiants, vous avez aussi beaucoup de chance de travailler ici dans un cadre architectural qui est déjà très privilégié, au calme, où vous pouvez avoir le choix d'être dans de grandes salles ou travailler en petits groupes pour justement bénéficier d'une intelligence et d'un travail collectif. Je le répète, avec une vue phénoménale, magnifique sur la Tour Eiffel, dans une ville qui, comme vous le savez, ne serait-ce que l'année dernière, avec les Jeux Olympiques, a sidéré le monde. Pour autant, je sais à quel point la génération actuelle peut être animée par certaines anxiétés ou angoisses, légitimes dans un climat d'incertitude ou dans des situations parfois stressantes vécues dans leurs études, à l'hôpital. Mais cette génération est aussi magnifique par sa quête de sens. Et en termes de sens, la médecine vous comblera. Elle vous comblera parce que vous allez devoir mobiliser de vraies compétences qui seront au cœur de votre esprit, dans votre cœur et dans vos mains. Toutes ces dimensions seront mobilisées. Et cela, dans tous les actes et les actions que vous allez exercer avec des patients, que cela soit derrière un microscope, au bloc opératoire, devant la dignité d'un patient à l'avenir incertain, ou encore même devant des datasets. Cela m'appelle pour moi 3 remarques. N'oubliez jamais, chers étudiants, que ces compétences et ce que vous allez vivre, ce n'est pas donné à tout le monde. N'oubliez jamais donc que vous pouvez en être fiers et que vous devez en retour en recevoir reconnaissance et respect. Et enfin, n'oubliez pas que si ces compétences sont si réelles, durement acquises, validées et utiles, en adaptation constante, vous avez un réel savoir-faire et qu'en retour, vous devez le faire savoir. Je crois que nous devrions, toutes et tous, améliorer dans un souci constant nos capacités de communication. C'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui et c'est encore plus, je dirais, pertinent, encore plus critique dans un contexte où nous, médecins, nous sommes aujourd'hui challengés. Challengés par les défis du futur, certes nombreux, mais sur lesquels j'aimerais en citer 2. Le premier défi, ça ne vous étonnera pas, c'est celui de l'évolution, ou plutôt de la révolution numérique, technologique, où l'intelligence artificielle et les données, elles redéfinissent complètement notre façon de prendre en charge les patients dans le soin. Elles redéfinissent complètement l'enseignement et la recherche, comme on vient encore de le voir dans l'atelier précédent. Alors forcément, il y a de magnifiques possibilités, mais également des préoccupations. Et ces préoccupations mettent l'éthique au cœur de notre réflexion de médecin. Dans beaucoup d'universités, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, en France, on se pose des questions là-dessus sur où placer la place de l'enseignement de l'éthique. Cela devient maintenant, dans certaines facultés, dès le premier cycle, en formation initiale, même dans la formation pour l'intelligence artificielle. Ainsi, quelle chance pour nous, grâce à l'apport et à la présence des pères jésuites, de pouvoir bénéficier de ce qu'ils incarnent, intelligence, foi et discernement. Le second défi, c'est ce que j'appellerais la crise globale. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans le confort de ce théâtre, omettre, ne pas considérer que la guerre est à nos frontières. Nous ne pouvons pas ignorer que le changement climatique, plus important encore à des milliers de kilomètres de chez nous, va nous frapper en retour dramatiquement dans nos habitudes d'utilisation démesurée des ressources de la planète. Nous ne pouvons pas ignorer les changements profonds de notre société, avec cette croissance numérique et cette décroissance budgétaire. Et ainsi, nous devons considérer que nous ne sommes plus dans une crise en attendant la suivante, mais que l'imprévisibilité, la chronicité est telle que l'on peut parler aujourd'hui de permacrise. Quel est le rôle du médecin aujourd'hui ? Certes, d'être un expert dans son domaine, mais également d'avoir une vision large, holistique, car nous serons challengés, nous serons questionnés.
Aujourd'hui, la santé, elle se raisonne en One Health, Global Health, une interaction fondamentale entre tous les êtres vivants. Et forcément, en termes de santé globale, les médecins ont à se faire entendre. Alors, comment faire face? Et je dirais comment faire face concrètement ici, au centre Laennec. Je ne citerai que 3 orientations. Tout d'abord, nous croyons au bon équilibre et au bien-être. Un interne qui va bien est un interne qui soigne bien, comme le souligne Guillaume Bailly dans le dernier numéro de la revue de Laennec. C'est tellement vrai. C'est une réalité, c'est une évidence, et c'est en même temps un paradoxe. C'est un paradoxe parce que l'OMS décline la santé globale comme, bien évidemment, une bonne alimentation, un bon sommeil, un équilibre physique. Et dans ce contexte, les étudiants en médecine, étant la jeune génération des professionnels de santé, devraient être un modèle, devraient l'incarner pleinement. Je vais vous le dire en parlant jeune, on ne va pas se mentir. En vrai, être étudiant en médecine, ce sont des matins précoces, ce sont des nuits courtes, et c'est beaucoup de caféine. Et dans ce contexte, nous ici au centre, on veut des étudiants heureux. Et je crois que le sport contribue à l'équilibre de tous, et il est au centre Laennec de notre devoir de nous assurer que les étudiants fassent du sport. Ils n'ont probablement pas terminé la finale du match de foot sur la terrasse Madrid. C'est vous dire que pour nous, le match de foot intergénérationnel relatait d'une importance symbolique. Elle est tellement symbolique que les jésuites, agiles et impliqués dans le monde, ont même constitué une équipe de jésuites. Je vous laisse imaginer les résultats. On en reparlera tout à l'heure, je pense, au cocktail. La deuxième orientation, c'est qu'au centre Laennec, nous croyons à l'enthousiasme et à l'audace. Et je crois que c'est l'esprit pionnier de nos aînés. C'est un héritage vivant que nous devons absolument conserver. Comment ne pas évoquer ici un médecin, Laennec, qui en inventant le stéthoscope a révolutionné la pratique médicale pendant des décennies, que dire des siècles. Et comment ne pas concevoir les nouveaux outils technologiques, l'intelligence artificielle, la science des données, comme autant d'outils que nous devons maîtriser, que nous devons être capables de comprendre, d'influencer et d'orienter selon nos besoins et surtout ceux dont on prend vraiment soin, à savoir les patients. Certes, cela nécessite beaucoup d'agilité, de polyvalence, à une époque où les évolutions vont à une vitesse folle, mais il faut savoir répondre aux menaces de demain, où l'on peut nous dire parfois que certains emplois sont menacés, que cela peut être le cas pour les médecins, où l'on entend « those who will disappear should disappear », doit nous faire réaliser que nous devons, plus que jamais, être au-dessus et maître de ces différentes techniques en ayant des compétences tout à fait polyvalentes. Et donc c'est pour ça, et c'est la troisième orientation, qu'au centre ici, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance car si può fare, on peut le faire, comme dit le pape François. La médecine, ça mène à tout. Je tiens à rassurer les étudiants. Quelle que soit leur spécialité, quelle que soit leur orientation, quelle que soit même leur volonté de changement. Je rappelle d'ailleurs que Giorgio Armani a fait des études de médecine, que 2 ministres successifs des Affaires étrangères étaient médecins. Ainsi, tous les espoirs sont permis. L'espoir, comme vous le savez, Honoré Balzac disait, Honoré Balzac c'est aussi un ancien élève jésuite, l'espoir est une mémoire qui désire. Et je voudrais terminer là-dessus en disant que pour les étudiants, il faut absolument déployer toutes vos richesses. Ne restreignez pas vos idées et votre ambition, vivez avec passion. Car dans ces années de la vingtaine, où vous vous construisez, chers étudiants, aimez et saisissez
tout ce que la vie peut offrir. Je terminerai par une parabole que vous connaissez toutes et tous. C'est celle de la boîte de Pandore. Vous savez, c'est la fameuse boîte qu'il ne fallait pas ouvrir. Bien évidemment, elle a été ouverte. Il s'ensuit un tas de guerres, de désastres, de fléaux, de maladies, de jalousies, de conflits, tout ce que vous voulez. Mais il existe aussi quelque chose de précieux au fond de cette boîte. Et c'est quelque chose en quoi nous croyons fermement. C'est l'espérance. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Cagna, pour ces beaux messages d'espoir et ces conseils adressés à nous, étudiants en médecine, pour affronter les défis de demain auxquels nous serons confrontés et auxquels vous, en tant que médecin, êtes déjà confrontés. Accueillons à présent le président des Amis de l'AENEC, le docteur Amaury Salaver. Alors, chers amis, je remercie bien évidemment toutes les personnes qui ont pu rendre cet événement possible et toutes les personnes ici présentes parce que vous fondez une vraie famille. Je ne vais pas ennuyer cette auguste assemblée, on m'a demandé d'être bref, donc je serai bref, mais quand même, en cherchant un peu dans les archives pour préparer cet événement qui nous réunit tous aujourd'hui, j'ai trouvé cette chose intrigante, et d'autant plus intrigante qu'elle fait beaucoup écho aux deux discours précédents. Je vous lis la lettre suivante. Lettre de René Laennec aux médecins d'aujourd'hui. Paris, ce 27 septembre 2025, par la plume de l'esprit. Chers confrères et chères consoeurs, lorsque j'ai inventé le stéthoscope, je ne cherchais pas à révolutionner la médecine. Je voulais simplement écouter sans blesser, observer avec pudeur, comprendre sans envahir. Aujourd'hui, vos outils sont d'une précision digne de science-fiction à mon époque. Vous pouvez voir à l'intérieur du corps comme jamais auparavant. Mais, au-delà du progrès technique que j'admire sans réserve, je souhaite vous rappeler ce que j'ai toujours tenu pour essentiel, l'écoute. Mon instrument, rudimentaire en apparence, n'était qu'un prolongement de l'oreille, mais il obligeait le médecin à se pencher, à s'approcher, à prêter attention. Car écouter un cœur qui bat, c'est bien plus qu'un geste clinique, c'est un acte d'humanité. Dans un monde où les écrans dominent, où les algorithmes promettent de diagnostiquer à votre place, n'oubliez jamais la chaleur d'un regard, la simplicité d'une main posée, le pouvoir d'un silence partagé. La médecine est science, certes, mais elle est aussi art, où l'on manie éthique, bienveillance et empathie. De savoir que depuis 150 ans, mon nom est transmis dans cette institution afin de poursuivre la formation de soignants pleins de bonté et de réflexion humaine et éthique me comble de joie. 150 ans. 150 ans et cette aventure commune, cette famille que vous faites vivre depuis autant de temps, ne fait que débuter. Recevez, chers consoeurs, chers confrères, l'hommage respectueux d'un médecin de votre passé, toujours ému de voir vivre son héritage dans vos mains. René Théophile Hyacinthe Laennec, médecin et serviteur de l'écoute humaine. Pour conclure, je vous rassure, ce soir, aucun patient ne vous attend. Aucun bip ne sonnera. Aucun compte-rendu en retard. Mais, quand même, en tant que médecin, j'ai une prescription pour vous ce soir après la messe. Une bonne dose de bonne humeur, un verre à la main, et, en cas de récidive de stress, renouvellement automatique. Merci beaucoup, docteur Salaver. Nous avons à présent l'honneur d'accueillir le professeur Jean-Noël Fissinger, qui va nous présenter l'histoire du Centre Laennec. Il est président de l'Académie nationale de médecine et ancien étudiant du Centre Laennec. Je vais mettre mes lunettes. Bien, cher Père provincial,
chers amis jésuites, et nombreux sont des vrais amis dans cette assemblée, chers amis de l'AENEC, chers étudiants en médecine, chers collègues, chères familles, nous fêtons aujourd'hui les 150 ans de la conférence l'AENEC, qui est devenue le centre l'AENEC seulement en 1956. En réalité, l'aventure commence en 1852, lorsque 9 étudiants, anciens élèves du collège jésuite de la rue de Vaugirard, dont le père Pierre Olivin était recteur, se réunirent pour créer un groupement sous le patronage de la Vierge Marie, Secours de chrétiens. Ce fut la création de la Réunion des jeunes gens. En 1857, le groupe ouvrit ses rangs aux élèves de l'enseignement officiel et prend le nom de Conférence Olivin, orientée vers les questions sociopolitiques et située rue de Sèvres. Le 26 mai 1871, le père Olivin est fusillé durant la semaine sanglante de la Commune de Paris. En 1875, nous y voilà, 5 étudiants en médecine de la Conférence Olivin décident de s'aider mutuellement, non seulement à rester bons chrétiens, mais encore à préparer les concours de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Ainsi est créée la conférence l'AENEC, dont la première réunion statutaire se tient le 1er novembre 1876. Paul Michaud, qui préparait l'internat, en est le président. Le père Pierre Rubin en sera le directeur jusqu'en 1883. La conférence l'AENEC prend pour devise labor, forte in fides, diligatis in visem, ce qui peut se traduire par valeur professionnelle, fermeté dans la foi, fidélité dans l'amitié. Les séances de travail sont réparties en 3 sections. Sciences naturelles, ce sera le PCP. Externat, internat. Les membres titulaires de la conférence sont invités à prononcer leur consécration à la Vierge Marie. Les admissions de nouveaux camarades se font par parrainage. Dès 1878, 3 étudiants sont reçus à l'internat. Paul Michaud, qui deviendra chirurgien digestif et chef de service à l'hôpital Beaujon, René Leclerc et Victor Latil. En 1901, la conférence l'AENEC quitte la rue de Sèvres pour s'installer aux 12 rue d'Assas. En 1908, Jean Keller, fils du député alsacien Émile Keller, achète avec des fonds des bienfaiteurs l'immeuble du 12. En 1925, après la mort de son père, le comte Émile Keller, qui habitait au 14 rue d'Assas, une société immobilière regroupe le 12, le 14 et l'immeuble qui sera construit au 14 bis. Durant les années suivantes, de nombreux travaux seront effectués, en particulier par les bienfaiteurs du centre l'AENEC. En 1971, la société civile immobilière devient association Émile Keller, propriétaire du 12 et du 14 rue d'Assas. En 2006, l'association est scindée en 2, l'association Émile Keller qui gère le 12, où les amis de l'AENEC tiennent environ 35% des parts, l'association du 14 bis et du 14 qui sont dirigés par la Compagnie de Jésus. Ainsi, dès l'origine, les bienfaiteurs ont joué un rôle essentiel dans le développement de la conférence l'AENEC. Le 16 mai 1920, ils se constituent en une association, les Amis de l'AENEC, avec pour objet dans ses statuts d'aider les jeunes gens qui se destinent aux carrières médicales à acquérir une formation scientifique et morale et de mettre à leur disposition des moyens de travail. Lors de l'Assemblée générale de 1923, les Amis de l'AENEC comptent 294 membres. Ils seront 713 en 1936. Dès l'origine, les Amis de l'AENEC publient un bulletin mensuel intitulé «
conférence Laënnec, où sont regroupées les nouvelles du centre, mariage, naissance, résultats au concours. Devenu Laënnec et sous-titré Santé et médecine éthique en 1989, il fera désormais une large part au questionnement éthique avec le père Patrick Vespirène, bien sûr, mais aussi avec le père Bernard Matré, son rédacteur en chef, disparu brutalement en 1999. Laënnec cesse de paraître en 2023 et je suis heureux de voir que la tradition se poursuit avec la création du magazine Laënnec. Très vite, le centre Laënnec va connaître un développement important. Les pères jésuites successifs maintenant la double orientation spirituelle et professionnelle. Au décours du père Pierre Loras, qui a dirigé le centre de 1903 à 1928, et il est émouvant dans les archives des comptes rendus de cette période pour le père Loras au front, car, bien entendu, il ne pouvait pas présider le centre Laënnec. Les années 1930 vont être une décennie de rupture avec l'arrivée du père Michel Riquet, proche de Jacques Maritain. Pour le père Riquet, il s'agit d'instruire de jeunes étudiants en médecine pour qu'ils deviennent les meilleurs médecins et aussi des chrétiens exemplaires. En 1936, Laënnec compte 812 inscrits, soit environ 10% des étudiants en médecine. En 1944, sur les 93 internes reçus au concours de l'internat, 33 proviennent de la conférence Laënnec. Le père Riquet, soucieux de doter la conférence d'une revue destinée à l'ensemble du corps médical, crée en 1934 les cahiers de Laënnec, revue médicale de technique et de doctrine. Celle-ci est placée sous le patronage des Amis de Laënnec. Les cahiers seront publiés en raison de 4 numéros annuels, abordant des sujets qui deviendront des références. Tuberculose et mariage, en 1934. La sexualité humaine, en 1965. Le dernier numéro des cahiers, consacré à la relation médecin-malade, paraît en décembre 1972. En 1944, le père Riquet et son assistant, le père Gonzague Pierre, sont arrêtés par la Gestapo à la fin d'une cérémonie dans la chapelle du centre Laënnec. Le père Riquet sera déporté à Dachau. Le père Pierre, rapidement relâché, lui succédera à la direction du centre avec l'aide du père Charles Larère. S'ouvre alors une période de près de 40 ans où le père Pierre et le père Larère vont diriger la conférence Laënnec avec l'aide du conseil du centre qui, dans la tradition de Paul Michaud, est présidé par un interne en exercice. Et lorsque vous regardez la liste de ces présidents, nombre d'entre eux seront les doyens des futurs CHU. Dans un premier temps, les orientations données par le père Riquet, formation humaine et élitisme médical, demeurent le credo de la conférence Laënnec, qui, je vous l'ai dit, prend la dénomination de Centre Laënnec en 1956. Le père Bernard Simonet rejoint l'équipe du Centre Laënnec en 1962. Il est adoré par les étudiants et pour les plus anciens d'entre nous, nous gardons tous un souvenir ému de cette période du père Bernard Simonet. 20 conférences d'externat, 12 conférences d'internat animent le 12 rue d'Assas et participent à la formation de générations de médecins. Être admis au centre Laënnec est un gage de succès et les places sont limitées du fait même de la taille des locaux. En septembre 1968, le père Gonzague Pierre devient directeur administratif. Charles Larère n'intervient plus dans la vie du centre, il décède en juin 1975. Puis le père Thépaut, le père Roy, le père Simonet quittent le centre.
Le père Patrick Vespiren prend la direction du centre en 1967 et il est d'emblée submergé par les demandes d'inscription. 900 étudiants en PCE1, m'a-t-il confié. Mais surtout, il va avoir à gérer la crise de mai 1968. Celle-ci met en cause les orientations même du centre. Lors du conseil du centre, à la rentrée 1968, la suppression de l'externat et donc des conférences est naturellement entérinée. Mais le conseil, arguant du fait de la création des CHU et de la place jugée envahissante de l'élitisme médical, vote à une voix de majorité la suppression des conférences d'internat. Le centre se rapproche ainsi d'une aumônerie, tout en maintenant, pour répondre aux souhaits des étudiants, ouvert la bibliothèque et les salles de travail. Des conférences-débats en relation avec les aumôneries des CHU sont organisées. Le soin des malades en fin de vie suscite des débats passionnés. Le centre Laënnec devient un pôle de diffusion de nouvelles conceptions des soins des malades en fin de vie. Un voyage est organisé au Saint-Christopher Hospice. Un numéro du journal Laënnec est consacré aux thérapeutiques des souffrances terminales et la publication de cet article ira bien plus loin que simplement le milieu médical. Patrick s'en souvient très certainement. Ainsi, je pense que l'on peut dire que les soins palliatifs sont nés en France, au centre Laënnec, sous la direction du père Patrick Vespiren. En 1982, il n'y a plus au centre aucun de ceux qui l'ont connu avant 1968 et qui avaient noué de forts liens d'attachement avec le père Pierre. Moins de 200 étudiants sont encore inscrits au centre. En 1982, le père Pierre quitte définitivement le centre Laënnec. Le père Jean-Marc Furneaux devient le directeur, aidé par le père Bernard Bougon. En accord avec le conseil des amis du centre, où siègent de nombreux proches du père Pierre, le père Furneaux reprend les conférences d'internat. Pour ce niveau départ, celles-ci sont assurées par une conférence indépendante du centre, la conférence Boissier-le-Frère. Cette collaboration va se poursuivre jusqu'en 1986, lorsque le père Furneaux, quittant le centre, confie au père Jean-Claude Devers la responsabilité d'ouvrir des conférences propres au centre Laënnec. Avec l'aide des pères Bernard Bougon et Maurice Joyeux, le centre Laënnec revient à ses fondamentaux, un lieu de formation humaine et professionnelle. Ni boîte à colle, ni aumônerie, dit volontiers le père Devers. Préparation à l'examen de première année, tutorat des deuxièmes années, 2 conférences d'internat de plus de 40 étudiants sont organisées. Et dès 1991 et à nouveau en 1993, le majeur de l'internat est issu du centre Laënnec. Mais ce nouveau départ ne se fait pas aux dépens de la formation humaine. Les mercredis de Laënnec, créés par Jean-Marc Furneaux, reçoivent un grand succès auprès des étudiants. Ils accueilleront le cardinal Jean-Marie Lustiger. Des stages sont proposés dans les prisons. Les amis de Laënnec distribuent des bourses pour des missions humanitaires. Après le départ des pères Bougon et Joyeux, le père Bruno Saintour rejoint le centre Laënnec, qu'il quittera en 2000. Le père Devers quitte le centre Laënnec début 2006 et rejoint Lyon pour reprendre l'activité du centre lyonnais. À son départ, les amis de Laënnec comptent 702 membres, dont 37% sont nés après 1962. Le père Patrick Lang lui succède et son action s'inscrit dans la ligne de ses prédécesseurs. Afin de mieux répondre aux obligations légales, il crée un conseil d'administration du centre. Le président du conseil d'administration est nommé par le père provincial, est également directeur du centre, mais je crois que les statuts viennent d'être modifiés. Il organise de nombreux travaux pour améliorer l'accueil des étudiants et ceux du centre de cette époque se souviennent de la construction de l'ascenseur, qui fut un événement, sinon planétaire, du moins d'importance.
Il organise, c'était pour répondre à l'accès pour les handicapés, c'était une obligation légale, c'était pas simplement pour se faire plaisir. Il organise de nombreux travaux pour accueillir l'accueil des étudiants, mais devant l'importance de la demande d'inscription, un déménagement dans des locaux libres au sein du collège Saint-Louis de Gonzague est décidé avec l'accord des Amis de l'AENEC et de l'association Émile Keller. À la rentrée 2016, le père Olivier Paramel, qui a succédé au père Lang, accueille les étudiants aux 3 rue Camoens. Pendant les 8 années de sa présidence, il va avoir à cœur de poursuivre la vie du centre. Mais les temps ont changé. De nombreuses boîtes à concours se sont ouvertes. Même le lycée Stanislas ouvre une préparation au concours de première année. Les modalités des études médicales sont bouleversées, tant au niveau du premier cycle qu'au niveau de l'internat. Les plus anciens amis de l'AENEC, ceux d'avant de 1968, disparaissent peu à peu. Un nouvel élan est nécessaire. C'est la mission qui incombe au père Benoît Copeau, qui prend la direction du centre en 2024. Je voudrais, pour conclure cette longue histoire, citer le père François Bohédec, ancien provincial, dans son discours pour l'inauguration du centre le 30 septembre 2017. Je cite : « Il s'agit dans le domaine médical de former des hommes et des femmes pour les autres soulignés. Le centre l'AENEC veut être au service de cette ambition, un lieu de formation éclairé par l'esprit de l'Évangile, un lieu de formation de tout l'homme, pour tout l'homme, où l'intelligence et le cœur sont sollicités, où le discernement et les jugements éthiques peuvent se former, où l'engagement professionnel et le chemin personnel intérieur et spirituel sont appelés à se répondre et à s'unifier. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Fessinger, pour ces différentes caractéristiques de la longue et belle histoire du centre l'AENEC. En 1852, quelques anciens élèves de l'enseignement libre se réunirent dans le but de retrouver, pendant leurs études supérieures, les avantages religieux et moraux que leur offrait la congrégation de la Sainte Vierge au temps où ils étaient collégiens. Ce groupement se plaça sous le patronage de Marie Secours des Chrétiens, grandit rapidement, ouvrit ses rangs aux élèves de l'enseignement officiel, animé des mêmes convictions religieuses et acquis une certaine notoriété sous le nom de Réunion des jeunes gens. En 1875, quelques étudiants en médecine, membres de la Réunion des jeunes gens, décidèrent de mettre en commun, outre les trésors de leur amitié chrétienne, les ressources de leurs acquis scientifiques. Ils résolurent de s'aider mutuellement, non seulement à rester de bons chrétiens, mais encore à travailler, à préparer les concours de l'assistance publique. Telle est l'origine de la conférence l'AENEC. Alors, dans le cadre des 150 ans du centre l'AENEC, je trouve que c'est très bien que nous soyons ici, au collège de Vaugirard, et précisément dans la chapelle du collège de Vaugirard. Le collège de Vaugirard est un établissement qui était sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus à partir de 1852. Et l'un des pères de la communauté accompagne des étudiants dans ce qu'on appelait alors dans les collèges de la Compagnie une congrégation mariale. C'était des petits groupes d'étudiants qui désiraient, d'élèves plus exactement, qui désiraient avancer plus loin dans leur approfondissement de la vie chrétienne. Et en 1853, il quitte cet établissement et il rejoint un centre de formation de la Compagnie à Laval. C'est la raison pour laquelle ce petit groupe, qui est tout à fait à l'origine à la fois de la conférence Olivain et de la conférence l'AENEC, quittera en 1853, quand le père Gagarine partira à Laval, et rejoindra la résidence qui s'est construite et que nous irons voir tout à l'heure, rue Laumont, dans le 5e arrondissement.
Laënnec, le grand médecin, avait 3 caractéristiques. C'était d'abord un homme de foi. C'était un chrétien croyant très profond, n'est-ce pas? En même temps, un homme d'initiative, d'invention. Bon, c'est l'inventeur du stéthoscope, mais sur plusieurs points, il a fait avancer la médecine. Et troisième caractéristique, c'était un homme qui était capable de se sacrifier pour ses patients, n'est-ce pas? Il a pris tous les risques qui s'imposaient pour soigner des patients, et il est mort d'avoir contracté une pathologie au lit du patient, n'est-ce pas? Il était quelqu'un de très attaché à ses terres bretonnes et à sa famille, à sa région natale. Ensuite, c'est quelqu'un qui est un passionné des sciences et de la connaissance et de relever des défis médicaux de l'époque. Et un des grands défis de l'époque, c'était la tuberculose, la lutte contre la tuberculose. Et c'était quelqu'un aussi de pieux. Alors il a vécu une conversion pendant ses études et il prenait du temps aussi pour sa vie de foi. Donc c'est une personnalité très complète, c'est-à-dire très humaine, proche des pauvres, proche des malades, qui recherche toujours à repousser les limites de la médecine, qui était audacieux quand même, et qui avait un grand souci aussi de transmettre ses connaissances. Après le collège de Vaugirard, nous sommes donc allés rue des Postes, où une résidence jésuite a été créée à partir de 1821. Et en 1853, le groupe qui avait fondé le Père Gagarine a rejoint la rue des Postes pour être accompagné par des pères de la communauté. Puis cette communauté est venue ici, rue de Sèvres, où nous sommes actuellement. En 1847, la majorité des pères qui étaient rue des Postes sont arrivés ici, et les étudiants qui étaient accompagnés par les pères de la résidence de la rue des Postes sont venus ici aussi en 1867, alors que le père Olivin, qui était supérieur du collège de Vaugirard, était supérieur depuis 2 ans puisqu'il était arrivé en 1865. C'est donc sous sa responsabilité que ces groupes d'étudiants se sont déployés, développés. Des étudiants en médecine ont rejoint ces groupes pour peu à peu, au fil des années, dans la fin du 19e, constituer 2 branches, d'une part la conférence Olivin et d'autre part la conférence des étudiants en médecine qui en 1879 prit le nom de conférence Laënnec. Après la rue de Sèvres, où la conférence Olivin s'est déployée, à partir des années 1867, des étudiants en médecine se sont joints à ce groupe jusqu'à prendre peu à peu leur autonomie et venir ici, dans ces locaux, dans ces lieux, au 12 rue d'Assas, au tout début du XXe siècle jusqu'en 2017. Donc beaucoup de générations ont vécu ici toutes leurs études, connaissent très bien ces lieux. Donc vous voyez ici ce qu'on appelait jadis la cafétéria, au premier étage des bureaux et dans le fond les locaux qui accueillaient les étudiants dans des salles de travail. C'est en 2017 que le centre Laënnec a quitté ces lieux pour rejoindre l'avenue de Camoins où le centre Laënnec s'est installé depuis. Eh bien, le père Riquet, Michel Riquet, était un jésuite qui est devenu directeur de la conférence Laënnec en 1931, si j'ai bonne mémoire, qui donc a pris la succession du père Loras, son prédécesseur, et le père Riquet a essayé d'insuffler tout un esprit de réflexion sur la médecine. C'est pour ça qu'il a créé les cahiers Laënnec en 1934, où étaient publiées les conférences de la conférence Laënnec, les conférences de philosophes, les conférences de juristes, les conférences de médecins, et avec l'abord des grandes questions posées par la pratique de la médecine pour des chrétiens. Eh bien, je m'appelle Patrick Verspiren, je suis le second d'une famille de 5 enfants, j'ai surtout vécu à Paris. Eh bien, je suis arrivé au centre Laënnec en étant
absolument pas préparé. Mais j'ai trouvé un centre Laennec en plein fonctionnement et une équipe d'animation. J'ai trouvé le père Gonzague-Pierre, qui était là depuis 1943. Il avait pris la succession du père Michel Riquet, qui venait d'être arrêté par la Gestapo. Et puis il y avait le père Charles Larère, à mon arrivée, qui lui avait pris la succession du père Michel Riquet sous l'angle de la réflexion sur les grandes questions concernant la médecine et les grandes questions d'éthique médicale. Et il avait pris la succession des cahiers Laennec, qui n'est pas la revue Laennec, la cahier Laennec, revue très appréciée par les juristes, les théologiens et les médecins, abordant les grandes questions de l'époque, on pourrait dire les grandes questions de bioéthique de l'époque. Et moi, il a fallu que je m'insère là-dedans. J'ai reçu 900 étudiants de première année quand je suis arrivé au centre Laennec. C'était devenu un peu, je sais pas comment dire, intenable, invivable. Mais là-dessus est arrivé ce qui s'est passé en mai 1968. Alors, mai 1968, vous connaissez l'histoire, tout ce mouvement venu des États-Unis, la révolution sexuelle, mais pas seulement, la contestation des études, le mouvement qui vient à Paris, des manifestations étudiantes qui dégénèrent un tout petit peu, à peine un tout petit peu, 4 étudiants en médecine arrêtés. Le monde étudiant parisien qui se met en grève, et finalement, eh bien écoutez, c'est tous les événements de mai 68, grève générale dans toutes les universités, grand débat universitaire pour réformer, démolir tout ce qui existe et réformer totalement la formation universitaire. Et ça s'est traduit en médecine par la création, l'éclatement de la faculté de médecine de Paris, la création de 6 ou 7 facultés de médecine et la suppression du concours d'externat. Et ça n'a pas été sans conséquence sur le centre Laennec. Et en arrivant, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, une première chose, j'ai trouvé des étudiants qui avaient quelque inquiétude. Les conférences d'internat avaient été arrêtées l'année précédente et ils voulaient savoir si la nouvelle équipe allait de nouveau lancer des conférences d'internat. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé, une inquiétude des étudiants, savoir s'ils seraient accompagnés dans la préparation au concours d'internat. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que c'est des études très spéciales. Et mon souci, voyant cela, c'était de comprendre ce qu'étaient leurs études, les grandes étapes de leurs études, et comprendre aussi le milieu professionnel, c'est-à-dire l'hôpital, quand il serait externe et interne, le milieu professionnel qui serait le leur. Je me suis dit, nous ne pouvons pas laisser ces étudiants dans l'inquiétude, donc il faut absolument, avec des clauses précises, relancer une conférence d'internat qui soit une des activités du centre Laennec sans prendre toute la place au centre Laennec. Je suis le père Patrick Lang, jésuite. Je ne connaissais pas vraiment le fonctionnement du centre. Heureusement, les relations avec le directeur précédent étaient excellentes et il m'a apporté un soutien substantiel pour que je puisse prendre en main cette belle institution. Elle est très particulière parce que ce n'est pas une aumônerie, mais il y a une dimension de formation spirituelle. Ce n'est pas une université, mais il y a une formation intellectuelle. C'est une identité qui est propre au centre Laennec. Et je vous ai dit que les relations étaient très bonnes entre les directeurs. Ce groupe s'est renforcé. Et ça a été très heureux parce que nous avons dû faire face à un assez grand défi. Le concours de l'internat a été totalement transformé. Il se faisait, à partir de ces années, sur tablette, ce qui changeait totalement la pédagogie. Et nous n'avions pas le logiciel avec lequel les étudiants passaient les concours. Évidemment, l'Éducation nationale, le ministère
des universités n'étaient pas prêts à nous le prêter, à nous le donner ou à nous le vendre. Et donc nous avons dû concevoir un logiciel qui permette aux étudiants de préparer les concours selon la tradition de l'AENEC. Et faire un logiciel hautement complexe était une grande aventure. L'entente des 3 directeurs a permis de gagner ce pari et nous a encore beaucoup rapprochés. Nous avions la chance d'avoir à Marseille, le père Pierre Climamidi avait un ami qui a pu le conseiller, et à Paris, nous avions André Gire, qui avait été responsable de l'informatique de la ville de Paris, et qui venait de prendre sa retraite et qui s'est mis à notre disposition. Le logiciel qui a été produit a suscité la jalousie des professeurs de médecine auxquels on le présentait, car il était beaucoup plus performant que celui que les universités avaient produit. Et donc ça a été un grand moment, je dirais, de notre coopération, et nous avons pu continuer à aider les étudiants à se préparer à l'internat, et sans ce pari, nous aurions dû arrêter cette formation, et les centres l'AENEC en eussent été complètement changés. Je suis rentré dans la compagnie en 2002. En 2013, on m'a demandé d'être directeur adjoint du centre l'AENEC avec le père Lang, et j'ai pris la direction du centre l'AENEC en 2015 jusqu'en 2023. Je découvre d'abord un lieu extrêmement vivant, puisque la maison est ouverte de 8h à 23h et qu'il y a du monde entre 8h et 23h, avec des étudiants qui sont extrêmement attachés à ce lieu, un attachement pour un lieu de travail, mais aussi, on pourrait dire, un attachement affectif, puisqu'ils considèrent que c'est vraiment leur lieu de vie et pas seulement leur lieu de travail. Donc ils y viennent parfois pour prendre le petit déjeuner, pour certains même pour prier, avec le temps des laudes le matin, pour déjeuner à midi, et ils restent parfois jusqu'après le dîner, tard, pour continuer à travailler en groupe de sous-col. Donc c'est un lieu qui est extrêmement vivant, un lieu riche aussi en amitié, et pas seulement en liens professionnels ou des liens d'entraide entre eux, un lieu très riche en amitié. Alors disons que la question du déménagement s'est posée puisque nous étions dans un espace relativement contraint, géographiquement, avec une cour qui limitait l'espace pour les étudiants, avec des ressources qui étaient limitées aussi. Imaginez la maison lorsqu'elle était pleine avec 300 étudiants et 3 toilettes par exemple, des salles qui étaient surpeuplées, un manque de nombre de salles de sous-col, et nous avions une demande croissante d'inscription. Ce qui fait qu'au bout de déjà 2 ans, je commence à me poser la question, mais ou bien il va falloir sélectionner de manière radicale les étudiants, ou bien ce serait dommage de ne pas pouvoir les accueillir, mais dans ce cas-là, on se posait la question d'un déménagement. Et il se trouve que par une conjonction de circonstances, eh bien, un bâtiment se libérait du côté du collège Saint-Louis de Gonzague, dans le 16e arrondissement, un immeuble entier en fait, l'immeuble du 5 avenue de Camoins. Et à partir de là, en ayant discuté avec le délégué du provincial à l'époque à la formation, eh bien, petit à petit les choses se sont avancées. La Compagnie de Jésus était aussi en recherche d'un local assez vaste pour les activités pastorales auprès des jeunes à proximité de l'église Saint-Ignace. Et donc finalement on a discuté du projet pendant une année, et au bout d'une année la décision a été prise que le centre l'AENEC déménagerait au 5 avenue de Camoins. Voilà, certains y ont rencontré leur futur époux ou épouse, gardent des souvenirs extrêmement forts des études qu'ils ont pu faire. Donc cet attachement affectif fait que le déménagement a été globalement perçu avec beaucoup de réserve. Voilà. Et donc je me suis rendu compte en quittant les lieux du 5 avenue de Camoins, donc
en 2023, je me suis rendu compte que même auprès des plus jeunes générations, c'est-à-dire celles qui n'avaient jamais connu le 12 rue d'Assas, eh bien continuent à dire qu'au 12 rue d'Assas, c'était quand même autre chose et que c'était mieux que le 5 avenue de Camoins. Et cela, ils l'ont entendu évidemment des grands frères, des parents, voire des grands-parents. Donc il y a toujours un attachement affectif très fort au 12 rue d'Assas. Pendant 2 ans, j'ai aidé dans sa tâche Jean-Claude Devers, qui était encore directeur. Et à son départ, j'ai pris sa succession en tant que directeur du centre Laennec Lyon. Et donc là, j'y suis resté au total 9 ans, mais j'étais 7 ans directeur au centre Laennec Lyon. Et à la fin de ces 7 ans, eh bien, le provincial m'a demandé de succéder au père Olivier Paramel à la direction du centre Laennec Paris. C'est un nouveau lieu à 2 niveaux. D'abord, c'est un nouveau lieu même pour l'institution, puisque l'institution était rue d'Assas pendant très longtemps, je pense au moins peut-être 80-90 ans, peut-être, quelque chose comme ça, rue d'Assas. Donc, dans la vie d'une institution, ce n'est pas anodin que de changer de lieu, parce que les lieux ont un impact réel sur la manière dont les gens se rapportent les uns vis-à-vis des autres, et puis sur la pédagogie qu'on peut mettre en œuvre dedans. Et donc aussi, c'était nouveau pour moi, parce que je venais de Lyon, et Lyon, c'est pas Paris. C'est le père Devers qui m'a appris ça. C'est une des premières questions qu'il pose aux jeunes, c'est est-ce que tu es décidé vraiment de faire des études de médecine? C'est une question qui peut paraître un peu idiot pour quelqu'un qui rentrait au centre Laennec et que l'on a sélectionné, demander si la personne est décidée à faire des études de médecine. Mais c'est une question essentielle parce que tant que la personne n'est pas vraiment décidée intérieurement, tant qu'il y a des questions qui se posent encore dans son esprit, eh bien en fait cette personne ne pourra pas déployer pleinement toutes ses capacités pour pouvoir dépasser ses propres limites. Ce sont des jeunes qui veulent aider, qui veulent prendre soin, qui ont aussi une volonté de comprendre le fonctionnement du corps humain, d'avoir un intérêt scientifique. Ce sont des jeunes qui vont apprendre à prendre des décisions, et parfois dans des situations difficiles, qui vont devoir faire preuve de discernement, parce qu'on ne peut pas prendre de bonnes décisions si on ne fait pas la démarche de discernement. Et puis toujours d'essayer de savoir se mettre à jour par rapport aux connaissances actuelles, prendre des responsabilités et s'adapter à la médecine de demain. On peut essayer de les éveiller à avoir des outils pour réfléchir, pour discerner, pour prendre des décisions, et puis aussi pour toujours avoir la sensibilité de se mettre à jour et d'aider, d'accompagner les patients qui leur seront donnés pour pouvoir traverser l'épreuve difficile de la maladie. L'accompagnement leur permet aussi de faire le point régulièrement, en toute simplicité. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas chef de l'hôpital, donc ça leur permet de pouvoir parler simplement de la manière dont ils vivent. Bien sûr, il y a l'aspect préparation du concours, méthodologie, mais aussi simplement répondre d'une manière très simple: comment vas-tu aujourd'hui? Quelle est ta vie? Comment te situes-tu d'un semestre à l'autre? Comment surtout peux-tu déjà percevoir, ou à moins que ce soit peut-être un peu trop hâtif, eh bien, les contours du profil du médecin que tu souhaites devenir? C'est extraordinaire de voir des étudiants qui étaient lycéens, 18 ans, et même grands adolescents, jusqu'à 20 ans, l'entrée dans l'externat. L'externat, c'est-à-dire à partir de la 3e année, c'est un accélérateur de maturité extraordinaire des étudiants. Et d'une certaine manière, les adolescents que j'ai connus, pour ceux que j'ai accompagnés par exemple en seconde année, quand je les retrouve aujourd'hui, ce sont des hommes
certes jeunes, mais de jeunes adultes. Il est important de les aider à prendre conscience, oui, de cette particularité. Être étudiant en médecine, c'est être un médecin en devenir. C'est-à-dire avoir pendant plusieurs années effectué des études semi-professionnelles. Donc c'est vrai, c'est peut-être éloigné d'autres cursus plus classiques en économie, droit, commerce ou que sais-je. Là, ce sont de futurs professionnels. Et j'espère que ce qu'ils peuvent vivre au Centre Laennec, cet accompagnement pour les aider non seulement à grandir en tant que personne, mais aussi à mesurer les enjeux et les responsabilités de leur future pratique professionnelle. Alors pour moi, le Centre Laennec, où j'ai passé 7 ans à Paris de 93 à 2000, c'est d'abord un lieu de travail, mais qui a la particularité de nous apprendre à travailler en groupe, à réussir ensemble, et qui surtout est le lieu d'un formidable compagnonnage entre les étudiants de 6e année, 5e année et ceux qui arrivent en première année. C'est pour nous un formidable exemple à suivre, c'est aussi un stimulant pour donner le meilleur de soi-même pour réussir dans les études. C'est vraiment un lieu de compagnonnage comme on n'en voit plus trop malheureusement aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les CHU, et on apprend donc cette notion très importante dans notre métier. Laennec, c'est aussi un lieu où on développe des qualités humaines, où on développe une réflexion éthique sur notre métier à venir. Et je garde en mémoire tout ce que j'ai pu apprendre lors des mercredis de Laennec, où des intervenants toujours plus intéressants venaient aborder des sujets que la faculté n'aborde pas ou pas suffisamment. Je garde aussi en mémoire toutes les actions sociales qu'on nous incite à faire. Et moi, tout particulièrement, j'avais eu la chance de passer un mois comme aide-soignant à la maison Jeanne Garnier, qui est un centre de soins palliatifs à Paris, et qui m'a ouvert les yeux sur des sujets, sur des problématiques qui ne sont pas abordées, encore une fois, à l'hôpital, et quelque chose qui m'a marqué pour toute ma pratique quotidienne. Enfin, Laennec, c'est le lieu d'une vraie camaraderie, où on développe des amitiés pour la vie. J'ai eu la chance de passer cet hiver une semaine de vacances avec Massoukol de Laennec. 30 ans plus tard, nous étions 4 étudiants à Laennec dans les années 90 et 30 ans plus tard, nous nous retrouvions ensemble en vacances. Et puis je ne peux pas passer sous silence aussi que c'est à Laennec que j'ai rencontré ma femme et que 30 ans plus tard, nous avons encore la joie de partager des souvenirs sur ces années formidables rue d'Assas. Un souhait pour les 150 prochaines années, c'est que le Centre Laennec, en fonction des évolutions, garde toujours ce cap de l'accueil, d'un accueil chaleureux et généreux des étudiants, qui les accompagne avec beaucoup de savoir-faire, avec beaucoup de qualité pédagogique pour les aider à grandir dans leurs études et aussi à grandir dans leur humanité, pour que ce soit des soignants d'abord heureux de leur expérience, fiers de leur expérience et capables de donner de la bienveillance et du respect parce qu'eux-mêmes en ont reçu. Écoutez, le Centre Laennec actuellement vit de son âme, j'allais dire, d'éternité. N'est-ce pas ? Quand j'y passe, j'ai le sentiment d'une très belle continuité. N'est-ce pas ? Il y a un certain renouvellement, mais là, il y a un esprit qui demeure. C'est un esprit d'amitié entre les étudiants, un esprit de sérieux dans le travail, car on ne peut pas être un médecin à 10 sur 20, n'est-ce pas ? On ne soigne pas les patients à 10 sur 20. Il y a une qualité du travail qui est exigée moralement des étudiants, et on la trouve dans cette maison. Eh bien, je souhaite d'abord que les centres continuent de s'adapter. Une des caractéristiques des centres, c'est d'avoir une grande souplesse et de pouvoir s'adapter très facilement. C'est à la fois une force et une faiblesse. Une force parce qu'il y a une grande plasticité des centres,
Une faiblesse parce qu'on repose aussi sur finalement une certaine pauvreté de moyens humains, en tout cas, et même pédagogiques. Nous sommes complètement dépendants des facs. Les informations que nous pouvons recevoir viennent de ceux qui sont en lien avec les centres Laennec. Mais je souhaite vraiment que les centres continuent de s'adapter, d'être à l'écoute des jeunes et des mouvements qui se traduisent dans la société pour répondre aux attentes des étudiants. Voilà. Ah ben, le souhait, c'est une longue vie encore pour le centre Laennec. Eh bien, j'aimerais d'abord qu'il y ait d'autres centres Laennec, d'autres lieux en France, et pourquoi pas en Europe et dans le monde. Parce que je crois que le centre Laennec, c'est vraiment une expérience exceptionnelle pour rencontrer des jeunes gens, les accompagner sur plusieurs années et les aider justement à devenir médecins. Médecins compétents, oui, ça c'est leur premier devoir, mais aussi médecins qui seront écoutés. C'est une vocation que d'être un soignant. On ne fait pas ça seulement pour gagner de l'argent, on le fait parce qu'on sent qu'on est appelé à donner sa vie et de la donner à plein. Et les jésuites aiment être aux côtés d'hommes et de femmes qui vivent ainsi leur vie en s'y engageant, en n'ayant pas peur aussi de se mouiller et parfois de se salir les mains. Car quand on s'engage, on prend toujours des risques. Mais c'est génial d'être dans cet accompagnement, accompagner des personnes qui vivent leur vie à fond et qui s'y préparent. C'est d'ailleurs au cœur de la foi des chrétiens parmi nous, savoir que nous croyons en un Dieu qui n'est pas extérieur au monde, mais qui accepte de s'y engager et de salir, parce qu'il a été humain, homme comme vous et comme moi. Joyeux anniversaire Laennec, pas seulement au centre, mais à ces milliers d'hommes et de femmes qui sont passés par le centre Laennec de Paris et qui continuent surtout à vivre leur engagement au service des hommes et des femmes d'aujourd'hui, de demain, encore pendant de nombreuses décennies, peut-être même quelquefois des 50 années supplémentaires. Bon anniversaire.